plus juste, plus équitable. Alors le commissaire, c'est un recours qui n'est pas celui d'un appel, mais certainement de revoir les façons de faire. Et lorsque le commissaire formule des recommandations pour modifier les façons de faire, il ne le fait pas seulement pour l'individu qui a formulé la plainte, mais il le fait pour tous les autres qui suivront. Et quelquefois, c'est arrivé, ceux du passé, que le non-professionnel m'a déjà dit, bien, je vais réviser les dossiers qui ont été traités de la même façon et pour lesquels vous avez considéré que la méthode n'était pas acceptable. Alors, je trouvais ça très généreux de la part de l'Ordre, et tant mieux. Donc, ce sont les recours pour les candidats à l'exercice d'une profession réglementée lorsque l'Ordre a rendu sa décision. Maintenant, le système professionnel, vous en avez l'organigramme, là, avec les ordres professionnels et leurs différents comités, l'Assemblée nationale, le ministre responsable, qui est actuellement la ministre de la Justice, l'Office des professions, qui inclut le commissaire aux plaintes. Alors, maintenant, on va parler de l'examen des plaintes, c'est-à-dire le recours même en plainte auprès du commissaire. Vous avez une fiche dans votre dépliant qui vous décrit le cheminement d'une plainte, mais avant de porter plainte, il faut que la personne fasse quelque chose. On ne peut pas seulement avoir une émotion, une insatisfaction, cogner à la porte du commissaire et voilà, je me plains. Il faut que la personne réfléchisse et je pense que les gens qui travaillent auprès des candidats, auprès des personnes immigrantes, doivent les amener à faire une pause et à réfléchir à leur situation. Premièrement, avant de porter plainte, il faut communiquer avec l'ordre professionnel pour obtenir des explications. Vous avez droit à des explications. Et si l'ordre professionnel ne veut pas vous en donner, c'est déjà un motif pour moi d'intervenir. S'il vous en donne, c'est intéressant, ça nous donne du matériel pour intervenir, parce que son explication est peut-être discutable. Au-delà de la lettre qui vous envoie froidement la réponse, il va devoir avoir une conversation avec vous pour vous expliquer, bien là, tel aspect, vous voyez, dans tel examen, il y a tel sujet pour lequel vous avez, il y a des failles, et ça, on n'en a pas tenu compte pour telle ou telle raison. Alors, s'il n'a pas la présence d'esprit et la transparence de l'exposé dans la lettre qui vous communique la décision, à tout le moins, vous avez le droit d'avoir une communication, une explication avec l'ordre professionnel. Et si la décision est rendue, habituellement, je demande aux gens d'exercer leur droit en révision, le premier recours dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je ne vais pas refuser quelqu'un qui n'a pas encore exercé son droit à la révision, mais ce que je vais lui dire, va en révision, j'ouvre ton dossier, va en révision, dis-moi ce qu'il y en est après, parce que la révision, quand même, il y a des délais, donc ça ne devra pas être bien long. Et ça nous donne même du matériel. C'est une autre occasion pour l'ordre professionnel de corriger le tir, de réaliser qu'avec les explications et le point de vue exprimé par le candidat devant le comité de révision, c'est une occasion supplémentaire pour l'ordre professionnel de se rendre compte de quelques erreurs et de les corriger. S'il ne le fait pas, bien, ça nous donne du matériel en plus de ça pour la plainte. Tant mieux. Alors, on va reprendre l'examen de la plainte après que la décision de l'ordre ait été rendue. Aussi, ce qui est important, c'est que la personne prépare sa plainte. Il ne s'agit pas de passer des heures et des heures ou d'écrire quoi que ce soit. D'ailleurs, je n'ai pas, comme certains, mis en place un système de formulaire où remplissez ceci, et là, finalement, les gens abandonnent, les gens désespèrent. Les pires, c'est les formulaires en ligne. Si tu n'as pas complété, bien, tout se perd. Alors, non, il n'en est pas question. Là, on fait affaire avec des êtres humains, là. Qui plus est, des êtres humains qui ne sont peut-être pas habitués à la façon d'interagir avec les institutions. Alors, pour moi, puis je sais que certains pourraient croire que je formule une critique à l'égard de tous les autres recours qui utilisent des formulaires, et pire, des formulaires en ligne, bien, je m'assume là-dessus. J'ai fait mon choix. Alors, je trouve que c'est une meilleure pratique d'être en contact avec la personne humaine. Par contre, si elle se prépare un petit peu, c'est pas mauvais pour moi. Ça facilite le travail, ça accélère les choses. Alors, la première chose que la personne doit examiner ou réfléchir, c'est quels sont ses objectifs. Donc, il faut se préparer à nous parler des objectifs du candidat concernant la demande de reconnaissance auprès de l'ordre. Ce que cette personne souhaite et ce qu'elle pense obtenir. Est-ce que c'est « je veux mon permis »
c'est un peu général. Mais ils ne m'ont pas reconnu mon expérience, je veux qu'ils reconnaissent mon expérience pour réduire la prescription d'autant. Parfait. Il faut que la personne aussi regarde, il faut qu'elle réfléchisse à la situation dans laquelle elle est. Et donc, ce qui a été fait, et à quelle étape du processus elle est rendue. Sinon, nous, on passe des semaines, des fois, à débroussailler, à essayer de comprendre ce qu'elle nous dit et aller voir l'ordre professionnel. Et puis, bon, ça peut être confus. Qu'est-ce qui a été fait? Où est-ce que la personne est rendue dans son processus? Et nous, ça nous permet de voir ce qui aurait dû être fait, là où elle est rendue, ou qui n'a pas été fait, et ce qui s'en vient, la prochaine étape. Alors, ça nous permet de cibler un peu plus nos questionnements. La troisième chose que la personne doit, à laquelle elle doit réfléchir, ce sont les raisons de son insatisfaction, ce qui ne fonctionne pas selon la personne. Je vous le dis tout de suite, la plupart des candidats, des personnes qui se plaignent, ciblent le mauvais problème. Mais nous, on va le voir. Et quelquefois, on va en ajouter que même l'ordre professionnel n'a pas vu. Parce que c'est notre regard un peu investigateur et critique de chercher plusieurs aiguilles dans la même botte de foin. Et on les trouve. Et c'est un peu agaçant des fois pour l'ordre professionnel. Je me souviens d'un autre qui me disait « Oui, mais la personne ne se plaignait pas de ça. Pourquoi tu creuses toutes ces autres choses-là? » Mais c'est parce que le dossier révèle ça aussi. Et je ne suis pas limité à ce que la personne plaide ou signe ou selon les insatisfactions qu'elle croit être juste pour elle. Il peut y en avoir d'autres, et nous, on va regarder tout ça parce qu'on a un regard global sur le processus de l'ordre et les méthodes de l'ordre. Le dernier élément, ce sont les attentes du candidat concernant le commissaire. On parlait des attentes, des objectifs à l'égard de l'ordre, mais à l'égard du commissaire. Que croyez-vous que le commissaire peut faire pour vous? Le commissaire ne peut pas vous donner votre permis, mais le commissaire peut faire X, Y, Z. Le commissaire ne peut pas forcer l'ordre à faire X, Y, Z, mais peut faire de la facilitation, de la médiation pour s'assurer que la sensibilité de l'ordre va jouer à fond. Si jamais l'ordre a commis des erreurs, bien, s'il y a quelques petits aménagements qu'on peut faire, par exemple, rembourser certains frais, ce qui a été le cas dans quelques ordres professionnels, lorsqu'on a vu que l'ordre a commis des erreurs, puis la personne ne devait pas passer par toutes ces étapes-là, bien qu'elle les a faites, bien, une façon sympathique de s'amender, c'est peut-être de rembourser la personne pour les frais qu'elle n'aurait pas dû encourir. Mais ce ne sont pas des dommages pour autant, c'est seulement les frais qu'elle a payés à l'ordre. Okay? Alors, quelquefois, on fait des interventions comme ça, mais il faut être réaliste sur ce que le commissaire peut faire. Il peut dire beaucoup, le commissaire. Il ne peut pas faire beaucoup, mais il peut dire beaucoup. Et dire beaucoup, c'est déjà beaucoup. Et ça sert à quelque chose. Alors, quand on a fait tout ce travail de réflexion, et vous, comme organisme, comme intervenant auprès des personnes immigrantes, c'est important de faire comprendre à la personne qu'il faut qu'elle se prépare à nous parler. Et on est très indulgent, très disponible, très ouvert. On va prendre la personne comme elle est. Mais idéalement, si elle a fait un petit travail, là, de ramasser ses papiers, ramasser ses choses, pas que ça soit éparpillé. Puis, mais il m'a dit ça, ben, c'est dans un courriel. Pouvez-vous me l'envoyer, courriel? Et c'est seulement 2 semaines plus tard qu'on a le courriel. Alors, si la personne rassemble ces choses, qui s'organise, ça va déjà, d'ailleurs, une première expérience d'intégration en contexte québécois-canadien sur comment s'organiser pour exercer ses recours dans notre société. Alors, c'est déjà bien, alors il faudrait l'aider un petit peu. Alors, lorsqu'on reçoit la plainte, premièrement, on s'assure qu'elle est recevable. Est-ce que ça concerne un nom professionnel et ses mécanismes de reconnaissance? Oui. Bon, bien, très bien. Si ce n'est pas le cas, si c'est autre chose, ben là, par exemple, quelqu'un qui a son permis de l'ordre, mais n'est pas en mesure de faire reconnaître son expérience de travail ou son diplôme de 2e cycle auprès de l'employeur. Dans le réseau de la santé, il y en a plein de ça. Alors, moi, je n'ai pas compétence sur les relations de travail et comment les employeurs considèrent le parcours professionnel des gens. Donc, là-dessus, ben, je n'ai pas compétence et je vais signifier à la personne que je n'ai pas compétence. On reçoit beaucoup d'appels un peu curieux. Comme si le commissaire aux plaintes, c'est la possibilité de se plaindre de tout et de rien. Mais on dirige, on tamise, on filtre, et puis on explique aux gens la nature de notre mandat et ce qu'on ne peut pas faire. Quelquefois,
lorsque la plainte est recevable, bien, on communique à la personne, bien entendu. Mais quelquefois, lorsqu'on passe à l'autre étape, on examine et on s'aperçoit que, bon, c'est peut-être pas utile d'intervenir. Alors, on peut refuser d'examiner la plainte en se disant il n'y a pas d'utilité ou ça fait trop longtemps ou je ne sais quoi. Là, où la personne néglige de nous donner des informations. Il y en a un qui est reparti au Brésil récemment, là, et puis là, ça fait quelques mois, on n'a plus de contact avec cette personne-là. Mais là, qu'est-ce qu'on fait, nous? Bien là, on ferme le dossier, on cesse d'examiner le dossier. Où la chose se règle en cours de route. Curieusement, des fois, on porte plainte, là, le professionnel porte une attention particulière. Il y a un cadre dans la structure de l'ordre qui, lui, ouvre le dossier, puis ça n'a pas d'allure, et les choses se corrigent. Ça arrive. Alors donc, on cesse l'examen, ça a été réglé en cours d'enquête. Et alors, lorsqu'on va, il y a une possibilité aussi de résolution différente. On s'aperçoit que c'est peut-être pas quelque chose pour lequel on fera une grande enquête, qui nécessite un grand rapport d'enquête avec des recommandations, mais certainement un problème de communication. Alors, on va intervenir pour soit expliquer à la personne plaignante ou à l'ordre professionnel des choses que l'un ou l'autre n'a pas compris et les faire mieux se comprendre et quelquefois reprendre la communication parce que quelquefois il y a une coupure dans la communication. Alors, donc, une possibilité de résolution différente comme ça. Et lorsque vraiment, là, on est dans un dossier qu'il faut enquêter parce qu'il y a des problématiques lourdes, complexes et tout, là, on communique avec l'ordre, avec le plaignant, on regarde les choses, on documente. Et là-dessus, je dois vous dire, on ne communiquera pas avec l'ordre professionnel si la personne n'est pas confortable. Mais il faut qu'elle comprenne que pour aboutir, il va falloir un jour communiquer avec l'ordre. Donc, on va gérer ça doucement, délicatement, stratégiquement, mais à un moment donné, on n'aura pas le choix de communiquer avec l'ordre et d'obtenir le dossier de la personne. Si la personne est hésitante parce qu'elle a peur de l'impact sur son dossier, oh mon Dieu, je vais passer pour quelqu'un qui se plaint tout le temps et il va avoir des effets négatifs, des conséquences pour l'étude de mon dossier. Je ne veux pas passer pour quelqu'un qui est difficile. Alors, et ça, je dois vous dire, beaucoup de personnes ont cette attitude. Et il va falloir vaincre ça. Et je pense que vous qui intervenez auprès des personnes immigrantes devez les rassurer. Au Québec, se plaindre n'est pas supposé d'entraîner de conséquences. Et si jamais il y en a et qu'on les détecte et qu'on les documente, ça devient une infraction d'avoir fait ça. Et on peut intervenir encore plus fort. Alors, pour réparer le préjudice qui a été commis ou subi. Alors, lorsque le rapport est fait, après l'enquête, on communique le rapport à l'ordre professionnel dans une version préliminaire pour qu'il nous dise ce qu'il en pense. Une autre occasion peut-être de corriger le tir avant le rapport définitif. Et là, lorsqu'on communique le rapport définitif à l'ordre et au plaignant et à d'autres parties prenantes, selon le cas, il y en a qui sont mêlés dans les processus et c'est important qu'ils se fassent dire ce qui n'a pas fonctionné à l'égard de leur intervention. L'ordre professionnel doit répondre au commissaire sur chacune des recommandations. Il doit dire par écrit au commissaire ce qu'il entend faire à la suite de ces recommandations. Est-ce qu'il entend y donner suite? Oui, tant mieux, c'est un engagement. S'il ne veut pas, s'il n'entend pas y donner suite, bien, il doit donner les motifs par écrit. Et donner les motifs, ça veut dire pas juste de « merci, on va y réfléchir ». Ça veut dire « dis-moi pourquoi ». Et que ça soit détaillé. J'ai déjà retourné à des ordres professionnels certaines réponses parce que c'était du verbiage de communicateurs en disant nous sommes toujours très ouverts à améliorer nos processus. Bon, ça fonctionne pour Bell Canada lorsqu'on se plaint de notre service téléphonique, mais ça ne répond pas au commissaire. Tout ce que nous dit l'ordre professionnel dans sa réponse va être rendu public. Ce qui fait qu'il y a un risque à la réputation pour l'organisation. Donc, ils ne peuvent pas prendre ça à la légère, parce qu'il y a un risque à la réputation pour l'ordre professionnel. Et avec le temps, on finit par connaître de certains problèmes, et là, les autorités publiques et politiques peuvent être saisies d'une situation d'un ordre professionnel qui systématiquement néglige des recommandations qui sont crédibles, bien documentées, bien soutenues pour ajuster leur processus. Alors là, il y a peut-être des interventions législatives, voire politiques, qui peuvent survenir.
Alors, et comme je vous disais, le tout est publié et les résumés de plaintes sont publiés sur le site web de l'Office des professions, sur les pages du commissaire. Vous pouvez y accéder. Et vous avez l'adresse à l'endos du dépliant ici. Et vous pouvez consulter les types de plaintes par ordre professionnel, par année. Vous allez voir la nature des dossiers, des problèmes qu'on a soulevés, qu'on a découverts et résolus en plus. Alors, la philosophie du commissaire, je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas un mécanisme d'appel, c'est plutôt l'approche d'un ombudsman. Donc, on fait enquête, on formule des recommandations, des conclusions et des recommandations, et nous interpellons les gens pour ajuster leurs propos. Certains diraient, oui, mais ça n'a pas le pouvoir de changer les choses. Est-ce que ça change les choses? Mais moi, je vous dirais un peu plus qu'un mécanisme d'appel. Quand on est en appel, on est contenu à la nature du dossier qui est présenté. Quand on est dans une formule d'ombudsman, on peut aller ailleurs, même dans des zones où la personne n'avait même pas vu d'insatisfaction ou de problème. Alors, ça nous permet de changer les processus. Ça nous permet, en mécanisme d'ombudsman, donc une approche d'ombudsman, ça nous permet de remettre en question les choses au lieu de simplement voir si elles ont été bien appliquées. On peut même remettre en question la norme. On peut remettre en question le texte juridique, ce qu'un mécanisme d'appel ne peut pas faire. Alors, c'est encore plus intéressant, plus riche. Et la plupart du temps, lorsqu'on a demandé à un ordre professionnel, lorsqu'on a recommandé de revoir un dossier, l'ordre professionnel a donné suite à ça. Alors, donc, c'est très... il n'y en a pas, je ne pourrais pas vous dire que quelqu'un a refusé jusqu'à maintenant. Là, enfin, il y en a un là, qui commence à résister, mais on va l'avoir d'une autre façon, là. Mais jusqu'à celui-là, mais c'est une question d'interprétation juridique. Alors, je vais aller chercher des autorités pour lui dire, bien, juridiquement, c'est ton opinion, mais elle ne tient pas la route. Et le grand sage, le grand juriste du gouvernement dit le contraire de toi. Alors, il va falloir changer ton fusil d'épaule. Alors, je vais l'avoir à l'usure, vous allez voir. Alors, donc, jusqu'à maintenant, tous les ordres professionnels qui ont reçu une recommandation de revoir un dossier l'ont revu. Est-ce que tout le monde a eu son permis à la suite de ça? Non. Parce qu'il faut comprendre. L'objectif n'est pas que tout le monde, n'importe qui le demande, ait un permis de l'ordre professionnel. L'objectif, c'est que les personnes compétentes sont reconnues comme telles dans la perspective d'obtenir leur permis. Donc, qu'ils soient traités équitablement, de façon objective, impartiale, crédible, transparente, efficace. C'est ça notre objectif. C'est pas celui que... C'est sûr qu'en bout de ligne, on est très content, mais ça arrive souvent d'ailleurs que la personne se voit délivrer un permis. On est très content parce que c'est l'aboutissement. Mais il arrive, puis c'est possible, parce qu'il y a des décalages entre les pratiques, entre différents pays, différents continents. Il est possible qu'il y ait des choses à faire pour ajuster son profil, pour répondre au contexte de pratique québécois. Alors nous, on est axé sur la recherche de solutions à des problèmes et non pas à trouver des coupables. Bien que c'est très désagréable pour un homme professionnel d'avoir un rapport public qui dénonce des comportements qui ne sont pas toujours acceptables ou des méthodes qui n'étaient pas à la hauteur. Là, on va se parler des enjeux de la reconnaissance des compétences. Ce que 5 ans d'expérience pour le moment, là, 5 ans, de ce mécanisme de recours en plainte au commissaire nous a appris sur les problèmes. Bon, là, vous allez me dire, oui, mais le diagnostic, vous avez dit tout à l'heure qu'on sait c'est quoi les problèmes. Mais là, on les a encore plus documentés dans le sens où on a été dans les situations individuelles. Pas le cas médiatisé d'un journaliste qui a passé 2 jours là-dessus. On parle de cas individuels sur lesquels on a passé des mois, pour lesquels on a posé des questions. Questions auxquelles l'ordre professionnel n'avait pas le choix de répondre, ni de s'esquiver. Hein? Il ne pouvait pas s'esquiver. Alors, les problèmes, c'est la méthodologie. Il y a des problèmes de méthodologie. L'approche. Et là, est-ce que l'ordre professionnel est responsable de cette faute ou de ces problèmes? Pas toujours. Parce que dans le domaine de la reconnaissance des compétences, le développement des approches et des méthodes est encore en ébullition. Les spécialistes du monde de l'éducation en mesure et évaluation sont encore à essayer de réfléchir à des méthodes. La méthode, je me souviens, il y a une dizaine d'années, on avait une méthode du portfolio où franchement la personne avait l'air de faire une psychanalyse de ses compétences pendant 2 ans pour essayer de mettre sur papier quelque chose qui restait quand même assez vague, tout en prétendant être précis.
et qui ne rassurait pas. Ça, c'était la méthode la plus complète, mais ça prenait beaucoup trop de temps, c'était pas assez efficace. Et peu de personnes réfléchissaient à leur propre vie de cette façon-là, même pas dans le monde nord-américain. Alors, c'était un peu une vision de l'esprit. Merci à la chercheure qui a inventé cette chose-là, mais c'était un peu idéaliste, un peu trop vaporeux. Et on a un problème dans la méthodologie. Et encore, les chercheurs sont à développer des outils, mais il y en a suffisamment maintenant, ça a beaucoup changé depuis 10 ans, pour qu'on puisse soutenir valablement des décisions en matière d'équivalence. Que ce soit par des examens, que ce soit par de la formation, que ce soit par l'examen des dossiers, de comparer des contenus de cours à un autre contenu de cours. Il y a diverses méthodes, mais il faut choisir la bonne dans le contexte et en face d'un individu. Et quelquefois, la méthode n'est pas toujours la bonne. Et quand on parle de méthodologie, on parle aussi des processus. Est-ce qu'on fait les bonnes choses? Quand on passe un examen à la toute fin, ben moi, je me dis, pourquoi à la toute fin? Il faudrait le passer au début, parce que l'examen permet de voir les failles, les lacunes, et donc de mieux prescrire ce qui manque. Alors, pourquoi dire aux gens, je te reconnais, mais fais telle chose, telle chose, telle chose, puis après, je te repasse un examen sur l'ensemble. Alors, il y a une duplication, et récemment, il y a un ordre professionnel qui j'ai souligné 2 fois en 1 an, ça a pris du temps avant que ça rentre, qu'il y avait une duplication dans ses moyens d'évaluation des dossiers. Il faisait à la fois de l'évaluation de dossiers, puis à la fin, bien, au cas où, la ceinture et la bretelle, au cas où, un examen sur l'ensemble des compétences, même celles qu'il avait déjà reconnues, en faisant l'examen papier là, des diplômes. Alors là, j'ai un instant, là, ça devient compliqué, coûteux, long. Alors, il va falloir ajuster le processus. Donc, la méthodologie et le processus, ce sont des problèmes que nous avons soulevés. La communication aussi, tant dans la qualité de l'information que dans les attitudes, le relationnel. Il y a eu des problèmes là-dessus. L'organisation et l'efficacité, oui, il y a des ordres, des gros ordres qui sont inefficaces. Et il y en a des petits qui sont particulièrement bien organisés. Alors, c'est inégal, ça dépend du leadership en place, ça dépend des ressources peut-être, mais pas toujours. Même, comme je vous dis, les gros ordres, quelquefois, sont désorganisés sur certains aspects. Un ordre professionnel, c'est une organisation, il faut la gérer. Et il faut se rendre compte de ce qu'on fait, puis il faut suivre ce qu'on fait pour voir si on est toujours efficace, si on répond aux attentes. L'intervention et l'imputabilité des tierces parties, lorsqu'un homme professionnel délègue à une autre organisation, que ce soit une université ou une association pan-canadienne, pour évaluer les dossiers ou faire subir un examen, bien, quelquefois, il n'y a pas de recours, ou c'est mal arrimé, la tierce partie a mal appliqué les normes de l'ordre professionnel, alors c'est un problème qu'on a vu. L'accessibilité à la formation d'appoint, vous connaissez ce problème. L'interprétation des lois et règlements, je vous disais tout à l'heure, l'ordre professionnel qui résiste, là, c'est une question d'interprétation. Mais aussi peut-être la philosophie de la reconnaissance des compétences. Lorsqu'on sait que la reconnaissance des compétences, ce n'est pas que la personne soit à l'identique comme quelqu'un du Québec, mais équivalent, c'est-à-dire globalement, c'est ça. Il en manque 10-15%, mettons un chiffre comme ça, c'est pas grave, on y va quand même. Ça ne sera jamais identique, à moins que la personne fasse le cours au complet, comme les Québécois. Ce qui est impensable, la personne est déjà une professionnelle dans son pays. Il doit y avoir quelque chose qu'on puisse lui reconnaître. Alors, quelques-uns professionnels n'ont pas encore tout à fait compris ça. Le regard sur les plaignants, ça va vous intéresser aussi, parce que vous interagissez avec ces plaignants, ou des candidats qui sont susceptibles de se plaindre. Mais premièrement, la réticence à se plaindre. L'impact appréhendé sur la démarche d'admission. Alors, je ne veux pas être perçu comme une personne qui fait du trouble. Mais là, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. J'ai 85 dossiers qui ont été présentés, dont 75 qui sont vraiment des dossiers sous la compétence du commissaire. En 5 ans, c'est pas beaucoup. Alors qu'on crie partout qu'il y a des problèmes. Pourquoi je n'ai que 75? Bien, c'est la réticence. J'ai beau me faire connaître, j'ai beau informer, mais les gens ne veulent pas. Ils acceptent leur sort. Puis ils se disent, ah, ben, ça sera pour mes enfants, ce beau pays. Moi, je me sacrifie. Ben non, il ne faut pas. Non, mais c'est vrai. Il y en a un qui me dit ça. Il dit, moi, je m'en fous maintenant. Maintenant, je m'en fous, c'est pour mes enfants. Alors, je fais ce que je peux pour que
la génération suivante, elle, réussisse. Bien, on n'a pas besoin de sacrifier des gens comme ça. Donc, il faut agir, il faut les motiver, les aider à avoir le courage. Et quand ils vont nous rencontrer, ils vont être en confiance, parce qu'on a cette attitude-là avec eux. Alors, mais il faut qu'ils viennent nous voir. Aidez-nous. L'incompréhension des processus, ça se comprend. La difficulté dans la communication, oui, parce que les concepts, les idées, quelquefois, ne s'expriment pas de la même façon. Et la dynamique de bouche à oreille pour connaître et exercer des recours, donc vous en faites partie. Et quelques cas de comportement difficile, ça m'est arrivé parce que les gens sont en crise dans leur vie, dans leur projet qui fut un rêve, mais que là, vire en cauchemar. Alors ça se comprend. Donc, nous, on a vu tout ça. Et vous les voyez, vous aussi, parce qu'ils s'expriment auprès de vous en premier. Les autres qui sont visés, bien, une certaine crainte, c'est sûr. Lorsqu'ils reçoivent l'appel du commissaire, ils se disent « Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Quel est le dossier que je n'ai pas vu? Jusqu'où ça va aller, ça? Est-ce qu'on a vraiment été odieux? » ou bien voilà, donc là, toutes les craintes s'élèvent. Mais je dois vous dire qu'il y a une bonne attitude en général de la part des ordres professionnels. La plupart sont intéressés à recevoir un commentaire du bureau du commissaire sur leur pratique et à modifier les choses. Quelques cas assez rares de réticence puis de réflexes de défense sont presque naturels, je dirais, et même naturels pour des organismes qui, en 40 ans, n'ont pas eu à répondre à quiconque sur ces choses-là. Alors, il y a un petit changement de culture qui s'opère, avec quelquefois des grincements, mais on s'assure que la transition se fasse, je vous le garantis. Alors, si on résumait à partir de ce que je viens de vous dire, de ce que nous a révélé l'examen des plaintes depuis 5 ans, mais aussi élargir à toutes sortes de propos, que ce soit des travaux de chercheurs ou des blogueurs sociologues, dont Doudou Sow, qui est avec nous aujourd'hui. Alors, moi, le regard que je porte après toutes ces années, ces décennies auprès du système professionnel et 5 ans tout particulièrement comme commissaire, il y a une question qu'on a rarement posée et que je mets maintenant sur la table depuis certainement une année, là. C'est la justification des exigences et des processus. Pourquoi un examen? Pourquoi là-dessus? Pourquoi un diplôme de 2e cycle? Pourquoi sur tel sujet?